Bonjour à tous, coucou Célia. Coucou Natacha. Et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure, d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce premier épisode thématique de notre saison 2, où nous reviendrons sur les bases du manga et du shoujo. Hello, trop contente de vous retrouver dans cette saison 2 de Shoujo Story où nous commencerons par un épisode spécial pour les nouveaux et nouvelles auditrices et auditeurs du podcast. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas bien les termes, qui se sont perdus quand ils écoutent nos revues, cet épisode est fait pour vous. Nous allons y décortiquer le manga en long, en large et en travers et revenir sur l'histoire du shoujo manga en quelques points précis. Et puis restez bien jusqu'à la fin car on vous a préparé une jolie surprise pour cette rentrée. Alors c'est parti Natacha, bienvenue dans la saison 2 de Shoujo Story. Saviez-vous que la France est le deuxième plus grand consommateur de manga au monde, derrière le Japon ? En 2015, la France représentait même 50% des ventes de manga en Europe, tandis que la bande dessinée japonaise emporte environ 40% du marché en France, chiffre constant depuis plusieurs années. D'abord un peu d'étymologie. Le mot japonais, manga, souvent traduit littéralement par image dérisoire ou dessin non abouti, est composé du kanji ga, qui désigne la représentation graphique, par exemple dessin, peinture ou toute image dessinée comme l'estampe. Et le kanji man, qui désigne le mot involontaire, divertissant, sans but, qui peut être notamment interprété comme caricature. On s'est tous déjà demandé pourquoi les mangas sont-ils toujours dessinés en noir et blanc ? Bien parce qu'ils sont directement liés au système de prépublication en magazine bon marché. Par exemple, vous connaissez tous le magazine Jump. La bande dessinée européenne contiendra une 40aine de planches quand le manga en comptera plus d'une centaine. Ces magazines bon marché s'écoulent en grand nombre, c'est-à-dire en millions d'exemplaires pour certains, et se lisent un peu partout. On en retrouve parfois abandonnés dans les trains, les rames de métro, les cafés, etc. et alimentent un système de lecture multiple. Un même exemplaire sera lu par plusieurs personnes, contrairement au système de lecture européen. Exemple de magazine de prépublication populaire, avec les plus grandes maisons d'édition, on a Shogakukan, qui a été créé en 1922, puis elle créa la Shueisha en 1925, qui elle-même créa ensuite Hakusensha en 1973. Kodensha, quant à elle, fut créée en 1909. Et on en parle beaucoup d'ailleurs dans le podcast. Ça revient souvent au fil des épisodes. Ouais, on vous parle souvent de ces grandes maisons d'édition. D'ailleurs, il y en a qui sont vraiment spécialisés dans le shonen. On connaît notamment le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, le Weekly Shonen Magazine, Kodensha, Shonen Sunday, Shogakukan. Et pour les shoujo, on a plus Margaret Magazine, dont on vous a déjà beaucoup parlé, Hanato Yume, qui est notamment connue avec Fruit Basket, et Cookie. Et ensuite vient la publication en livres reliés. Ces volumes reliés sont appelés Tankobun, qui veut dire aussi format poche, et Bunkobun, format plus compact, utilisé pour des rééditions. Concernant le dessin des mangas, je vais en parler un petit peu, même si vous avez sûrement feuilleté des mangas si vous êtes attardé sur notre podcast, c'est obligé. Le dessin en général, il est moins statique que dans les bandes dessinées occidentales. Le manga utilise vraiment un découpage temporel proche de celui du cinéma, adoptant souvent ses cadrages et utilisant une décomposition similaire du temps et de l'action. On retrouve souvent une mise en scène comme la plongée ou la contre-plongée, qui sont des mises en scène typiquement cinématographiques. La perspective varie systématiquement d'une image à l'autre. De nombreux codes graphiques sont utilisés pour symboliser l'état émotionnel ou physique d'un protagoniste. Donc les personnages ont toujours des grands yeux, ça on vous en a parlé surtout dans les shoujo. Exactement. Et ça permet vraiment de renforcer l'expressivité du visage. L'étonnement est traduit par la chute du personnage, évanouissement, par une croix remplaçant les yeux. On peut traduire l'excitation sexuelle chez un personnage masculin avec un saignement de nez plus ou moins important. Beaucoup de gags sont inventés, récurrents dans les mangas, comme la hache, la bosse, les larmes. Enfin voilà, il y a des trucs très récurrents que vous allez retrouver dans toutes vos lectures ou dans tous vos animes préférés. Le style manga, pour parler un peu de l'histoire, il puise vraiment ses origines dans les emaki, qui sont les premiers rouleaux narratifs illustrés datant de l'époque de Nara au 8e siècle, et les Eon, livres d'estampes ukiyo de l'époque d'Edo. On lit cette dernière en déroulant en fait le rouleau, et c'est cette méthode de lecture qui rapproche les emaki du livre et de la BD, où l'histoire se déroule un peu, comme je vous disais, dans les cases ordonnées selon un sens précis. Ces premiers rouleaux illustrés datent du 8e siècle, à l'époque donc Nara, et vous devez connaître l'artiste d'ailleurs mondialement
connu Hokusai, qui est un grand maître de l'estampe, qui est auteur de la vague d'Hokusai, que tout le monde connaît. D'ailleurs, il y a pas mal de merch autour de ça maintenant. Et c'est d'ailleurs grâce à ces notions de dessin en fait pris sur le vif que le style du manga a connu un succès. Et d'ailleurs, il y avait une superbe expo de son travail au Grand Palais il y a quelques années. Je sais pas si tu avais pu la voir, Natacha. J'avais loupé, mais j'avais vu des photos, c'était vraiment sublime. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir y aller. Et j'ai aussi eu la chance d'aller dans son musée à Tokyo. C'était vraiment pépite parce que là-bas, vous pouvez découvrir les fameux recueils d'illustrations de paysages, vie quotidienne, animaux, mythologie, mais aussi ses premiers mangas. Tellement de choses en fait. C'est ça. Il était c'était un très grand artiste, donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à voir et puis il est très connu au Japon. Bien sûr, vous en doutez. Et puis après, on a eu bien sûr la venue de grands-pères du manga, comme Rakuten Kitazawa. C'est lui qui se réapproprie le mot manga pour désigner son travail et qui se définit lui-même comme un mangaka. Et bien sûr, encore et toujours, Osamu Tezuka. C'est vrai qu'on en parle un peu beaucoup dans notre podcast. On n'a jamais fait vraiment d'épisode spécialement sur lui, mais c'est le grand-père du manga. C'est aussi de lui que c'est le Disney japonais. Et je sais pas trop ce que ça vaut, mais je vous laisse ça là. Mais si vous connaissez le Roi Lion de Disney, il serait inspiré du fameux Roi Léo de Tezuka. Donc Tezuka, lui, il est né en 1928. Il est mort en 89. Il va vraiment révolutionner le manga et l'imposer comme un genre à part entière, en gardant toujours une note d'humour, des jeux de mots, des éléments de décor dans ses œuvres, mais aussi, même si en fait c'est triste ou sombre, va toujours y avoir ce côté humour en fait, qui permet de donner ses lettres au manga. Et c'est aussi lui qui démocratise et impose la transcription du mouvement dans le dessin avec son trait super déforme. Et d'ailleurs, vous vous rappelez peut-être du fameux Princesse Saphir dont vous parlez dans l'épisode du Magical Girl. Eh bien, c'est lui aussi, l'auteur d'un des premiers shoujo mangas. Et du coup, pour les shoujo, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est lors de l'ère Meiji, donc 1868-1912, que le marché de l'édition de magazines est en plein essor et on va voir pas mal de shoujo éclore un peu partout sur le marché. Par exemple, en 1902, avec la création du shoujo Kyle, puis Shoujo Sekai en 1906, Shoujo Notomo en 1908, Shoujo Gao en 1912 et enfin Shoujo Club en 1923. Cependant, les mangas restent sous-représentés dans ces magazines, avec tout au plus quelques pages leur étant dédiées, laissant la place majoritairement au shoujo shosetsu, constitué de romans et poèmes abondamment illustrés. Le style shoujo puise autant son inspiration dans l'art nouveau, venu de l'Occident, que dans les estampes lyriques de personnages féminins filiformes aux grands yeux des peintres de cette époque, tels que Junichi Nakahara. Quelques grandes femmes vont aussi venir mettre leurs pieds dans l'histoire, comme Nobuko Yoshiya et son récit Anna Monogatari. Cette romancière est réputée pour ses histoires eisu, concentrées sur les amitiés romantiques entre filles et femmes, donc relation Onesama, Imoto. Et la guerre vient, et c'est aussi un grand changement dans le shoujo manga à partir de ce moment-là. Mais ça, on vous le réserve pour un autre épisode entièrement dédié à son histoire. Maintenant, passons à la dernière partie du podcast et décortiquons un peu les termes liés au manga. Comme ça, vous aurez maintenant un lexique clair sur lequel vous pouvez vous référer si vous avez un doute. On va commencer avec les basiques. Déjà, on a Kodomo, qui est du coup pour un public jeune, moins de 10 ans, quel que soit son genre. Donc là, Kodomo, exemple, enfant, en fait. Voilà, enfant, et c'est par exemple la retranscription de manga de Totoro. Voilà, exactement. Ouais. On a après Shonen, que vous connaissez, pour un public plus masculin, également jeune. On dit en général que c'est pour de 8 à 18 ans, mais ça, en vrai, les âges, c'est approximatif. Hein. Oui, c'est juste pour vous donner un peu une tranche d'âge par rapport au magazine. C'est ce qui est dit officiellement, voilà, mais après, on a du coup les shoujo, un public féminin jeune, pareil, de 8 à 18 ans. On a le seinen, pour un public masculin, cette fois-ci plus adulte, donc avec des... Enfin, qui traite en fait c'est juste ça, on dit que c'est pour 16 ans et plus, mais c'est juste parce que ça va traiter de sujets plus matures que le shonen, et c'est également le cas pour le josei, qui est du coup la version plus mature des shoujo pour le public féminin de 16 ans et plus. Donc il va y avoir plus de scènes en fait, aussi peut-être liées à la sexualité, ce genre de choses. Et ça va traiter juste de sujets qui sont qui ne parleraient peut-être pas ou moins à des jeunes enfants qui sont au collège ou aux plus jeunes, quoi, ce qui est normal. Et le seijin, qui est pour un public adulte, 18 ans et plus, sans distinction de genre. Et ensuite, on a plein d'autres, en fait, types de mangas dont on vous parle un petit peu. Notamment, on vous parle beaucoup du hentai smut. On vous a déjà parlé de ça, par exemple, pour nos coups de cœur romantiques, pour la Saint-Valentin. Voilà. Et puis, vous nous demandez parfois aussi des petites recommandations et aussi la différence entre le ecchi et le smut ou hentai. Donc, le hentai, c'est vraiment un manga pornographique, hein.
il peut être plus ou moins censuré. Mhm. Des fois, on a des floutages au niveau des parties intimes. Des fois, ça va être uncensored. Ensuite, vous avez le terme ecchi. Vous nous demandiez donc du coup cette petite distinction. Ecchi, ça va vraiment être utilisé pour les mangas érotiques. Donc c'est suggéré, mais c'est pas explicite. C'est-à-dire vous pouvez voir par exemple des parties, mais ça va jamais être entièrement. Ensuite, rien à voir. On passe sur un tout autre sujet, c'est le Mao Shoujo. Donc ça c'est simple, c'est le Magical Girl. On vous a fait un épisode sur notre saison 1 qu'on vous recommande, où on parle de toute l'histoire du Mao Shoujo. Et on a fait aussi un épisode spécial d'ailleurs avec Anne Déter, qui est un podcast féministe, si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Donc là, c'est un sous-genre de la fantasy qui est centré sur les jeunes filles qui pratiquent de la magie. Ensuite, on aura le mecha. Ça, on en a parlé aussi un petit peu dans le Mao Shoujo, notre épisode sur le Mao Shoujo. Parce qu'en fait, c'est pour tous les mangas qui sont plus science-fiction et centrés sur les combats, par exemple, de robots, géants, voilà, qui sont des grands classiques aussi. Par exemple, il y a Astro Boy déjà, Oui. de Osamu Tezuka, et il y a le louche dans Code Geass qui pilote des robots. Et bon, il y a beaucoup de Magical Girl aussi qui utilisent les robots dans leurs histoires. Ensuite, on a le Neketsu. En fait, c'est un terme qui est souvent confondu avec le shonen. On parle de shonen neketsu, c'est parce qu'en fait, c'est un genre à l'effigie scénaristique des mangas en Occident. Ça veut dire que ça a été écrit de manière à ce que ça plaise à un public occidental aussi. Ça suit en fait la trame comme d'une série occidentale, d'une BD occidentale. Ensuite, bien sûr, on a 2 genres dont vous parlez énormément. Ça fait toujours partie de nos épisodes. Nous avons le yaoi et le yuri. Toi, Natacha, tu connais le yaoi? Ça fait longtemps que j'en lis plus trop, mais disons que oui, c'est une lecture que je lisais pas mal plus jeune. Et le yuri beaucoup moins, mais voilà, on est plus sur des relations sentimentales, parfois aussi sexuelles, du coup, pour le yaoi entre hommes et yuri entre femmes. C'est ça. Et le shonenai, ça sera du coup sans cet aspect sexuel de l'histoire. Donc un peu plus suggéré, on va dire. Ensuite, bien sûr, on a plein d'autres genres qui existent. Si vous avez une question, vous n'hésitez surtout pas à nous la poser sur Instagram. On sera très ouverte à vous répondre. Et ce n'est pas une fin en soi, tous ces genres. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons d'édition qui vont venir vraiment casser, en fait, ces classifications de manga, comme les éditions Akata, qui proposent des publications qui vont mêler tous les genres. Et c'est hyper intéressant aussi de voir qu'aujourd'hui, le manga moderne, le manga contemporain, il est fait pour casser ces thématiques et venir tout mêler ensemble. Les shoujo, c'est pas pour les filles, les shonen, c'est pas pour les garçons. Il y a moins cet aspect d'étiquette, voilà. De mettre dans des cases et que ça reste très fermé sans pouvoir mélanger plusieurs genres en même temps, quoi. C'est ça, tout à fait. Nous, en fait, le but de cet épisode, c'est vraiment de vous expliquer un peu à quoi réfèrent les termes qu'on utilise à chaque épisode, parce qu'on parle beaucoup avec des termes très précis. Et là, ça va vous aider à mieux comprendre de quoi on parle. Mais bien sûr, si vous êtes un garçon et que vous aimez le shoujo manga, c'est tout à fait louable. Et au contraire, c'est ça qu'on veut avec Shoujo Story. Donc, c'est tout à fait louable. Et donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, on reste à votre écoute sur Shoujo Story. Et maintenant, passons à notre petite surprise. Aujourd'hui, on voulait profiter du coup de ce premier épisode de cette saison 2 pour faire un petit concours fort sympathique. Et on a décidé de vous faire gagner le premier tome de Maldito de Francisco Tela. On vous en avait parlé dans un épisode précédent et on avait fait d'ailleurs un épisode spécial invité avec lui. Et on voulait du coup profiter de cette occasion pour faire découvrir à la fois l'auteur et à la fois cette œuvre qu'il a fait. Et puis on s'est dit pourquoi pas vous faire gagner ce premier tome. On espère que ce petit concours va vous plaire. Il se passera sur Instagram, directement sur notre compte à partir de demain. Donc du 16 septembre, et on postera une petite publication que vous pourrez commenter, et comme d'habitude on fera un tirage au sort avec une petite vidéo. Voilà, bonne chance à tous, et puis merci Francisco pour ce premier tome de Maldito. Merci à vous de nous avoir suivis déjà depuis 1 an. Ouais, merci. C'est passé vite et on espère que cette saison 2 vous plaira tout autant. Et d'ailleurs, si jamais cet épisode vous intéressait, n'hésitez surtout pas à réécouter ou à écouter tout court l'épisode sur l'an 24 si vous êtes curieux de l'histoire du shoujo manga. Allez, on se retrouve le 30 septembre pour mettre les 2 pieds dans le shoujo ensemble avec un nouvel épisode de notre saison 2. À la prochaine. Ciao. 皆さんありがとうございました。